Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Les élections générales de 2013 auront lieu en juillet, date prévue. L'annonce a été faite à la faveur de la deuxième édition du comité de pilotage du projet d'appui au processus électoral au Mali. Le fichier électoral, la participation des déplacés et le budget qui est fixé à 64 milliards de francs CFA ont été débattus au cours de la rencontre. Youssouf Diakité. Ce comité de pilotage du projet d'appui au processus électoral au Mali fait le point des activités du projet. Plusieurs questions sont débattues au cours de cette réunion. Il s'agit notamment de l'état d'avancement des préparatifs, le chronogramme des élections, le fichier électoral, le budget et la participation particulièrement des personnes déplacées. Les partenaires techniques et financiers se disent prêts à accompagner le Mali pour l'organisation de bonnes élections et à la date prévue. La première chose, c'est l'adoption le 29 janvier de la feuille de route par l'Assemblée. La deuxième chose, c'est l'élaboration de l'avant-projet de chronogramme des élections fixant le premier tour de l'élection présidentielle au dimanche 7 juillet. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire reste ferme sur la date proposée, mais en appelle à l'engagement de tous pour le respect de ces calendriers. Pour gagner et réussir de bonnes élections, c'est maintenant que nous devons poser les actes appropriés qui doivent nous permettre d'avoir les bonnes élections. Les bonnes élections, ce ne sera pas seulement au mois de juillet, c'est maintenant. Tout ce que nous faisons comme préparation en termes de formation, en termes de logistique, en termes de sensibilisation, d'éducation, de concertation avec les partis politiques, la société civile, c'est cet ensemble d'actions qui doivent nous permettre d'arriver à des élections libres, à des élections crédibles, à des élections transparentes. Les défis sont immenses. Le délai est très court. Dans la feuille de route qui a été adoptée par l'Assemblée nationale à l'unanimité, nous avons fixé les délais pour les élections au mois de juillet. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement du Mali et les partenaires techniques et financiers mettent un accent sur la dynamisation des rencontres avec les acteurs, et notamment les acteurs politiques. La communication stratégique des Nations Unies au Mali, voilà le titre du document soumis à l'analyse des organisations non gouvernementales, de la société civile, des hommes de médias et des services techniques de l'État. Les participants à la rencontre de 2 jours vont enrichir le document pour la promotion des droits de l'homme et pour la réussite de la transition au Mali. Adama Kodjo, compte rendu. Le document soumis à l'analyse des acteurs au développement du pays dévoile la communication stratégique des Nations Unies pour le Mali. Il s'agit d'accompagner le processus politique au Mali afin de promouvoir l'état de droit dans le pays. Les grandes lignes du document, c'est plus de proximité, c'est plus de prise en compte de la dimension culturelle ici, mais aussi une communication qui est basée sur les réalités du pays. Dans un rapport soumis récemment au Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations Unies a recommandé la mise en place d'une opération de stabilisation au Mali. La stratégie en cours d'élaboration devrait être aussi assez flexible pour tenir compte de cette évolution. Pour le renforcement des potentialités et canons d'information, le document élaboré par des agences, fonds et programmes des Nations Unies au Mali peint le paysage médiatique du pays. Dans un contexte de crise, la communication a une place essentielle car elle permet de mieux expliquer les actions, mieux véhiculer les informations et forger les opinions dans un sens positif. Elle nous permet d'agir dans la synergie, dans l'anticipation et la prospective. C'est là toute la place et l'importance de l'interaction, de la coopération entre l'État, les partenaires techniques et financiers, les partenaires sociaux et les médias. L'Union africaine, par la voix du général Jean-Michel Mokoko, conseiller spécial du président Pierre Bouyoya, chef de la MISMA, se félicite de la réalisation du document qui prend en compte la situation actuelle du Mali. L'ONG Right to Play, antenne de Ségou, joue sa partition dans la gestion de la crise sécuritaire. Elle a entamé hier une campagne de sensibilisation dans les communes de Ségou, Sebougou et Pelengana sur l'éducation au risque des mines et des restes explosifs. De Ségou, le reportage de Brahima Kone. Grande mobilisation pour la cause de l'ONG Right to Play.
Plus de 170 enseignants et coachs ont sillonné les familles et les sites de regroupement des déplacés des communes de Ségou, Sebougou et Pelengana pour échanger avec les populations sur l'éducation au risque des mines et des restes explosifs. La stratégie s'appelle porte à porte et l'objectif est clair. Il s'agit de préparer le retour des communautés déplacées dans leurs localités respectives. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la protection des enfants, à les aider à faire face aux restes explosifs de guerre pour être mieux outillés par rapport à leur retour dans les milieux d'origine. Dès qu'ils découvrent un objet suspect, il s'agira pour eux de se souvenir du lieu, de retourner, d'aller informer, s'ils peuvent même signaliser et informer les autorités locales ou les parents. Cette action est organisée en collaboration avec le Centre d'animation pédagogique de Ségou, la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire et le collectif des ressortissants du Nord Coréen. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Sport pour l'éducation en situation d'urgence. Ce projet veut canaliser l'énergie du sport pour participer à la consolidation de la sécurité et de la paix dans notre région. Et j'ai eu à féliciter Road to Play pour l'initiative heureuse à l'endroit de la région. Nous sommes au quartier administratif de Ségou qui abrite un magasin de distribution de vivres. Ici, comme à Sebougou, les enfants et les femmes déplacées ont bénéficié des séances de sensibilisation initiées par Right to Play. Les enseignants et les coachs qui relayent les messages d'éducation au risque des mines et des restes explosifs avaient auparavant eu droit à une formation de 2 jours en la matière. Le ministère de la Santé a offert à l'hôpital régional de Tombouctou une ambulance. La cérémonie de remise a eu lieu en présence des autorités régionales de la santé, des responsables politiques et des officiers de l'armée malienne et française sur place. Le compte-rendu de Yeya Tandina. C'est suite à un cri de cœur lancé par le comité de crise de Tombouctou que cette ambulance de marque Toyota a été offerte par le ministère de la Santé à l'hôpital régional de Tombouctou. Les militaires français qui avaient pour mission de l'acheminer ont pris part à la cérémonie de remise qui a rassemblé le personnel de la santé, les autorités politiques, militaires et les membres du comité de crise et du conseil d'administration de l'hôpital de Tombouctou. Il s'agit pour moi aujourd'hui d'un plaisir énorme d'être auprès de vous, puisqu'il s'agit bien d'un présent offert par l'État malien à la ville de Tombouctou. L'apport de la force Serval est minime, puisque nous avons juste soutenu pour faire en sorte qu'elle arrive jusqu'à Tombouctou. Il s'agit pour moi d'un élément clé de la reprise de la vie sur Tombouctou. Au nom du comité de crise, pour nous réjouir du geste qui vient d'être fait à l'endroit des populations de Tombouctou. Si aujourd'hui ces conditions sont créées, nous ne pouvons que nous en réjouir. Des félicitations particulières doivent être adressées à l'opération Serval. Ce geste du ministère de la Santé est d'une portée majeure, a affirmé un responsable du conseil d'administration, et permet ainsi de rapprocher les patients de leur structure de santé, aussi d'améliorer les conditions de travail du personnel soignant. Le ministre de la Santé m'a chargé de vous dire qu'il est très sensible au cri du cœur que les Tombouctoutiens lancent tous les jours par rapport à la crise. Le ministre de la Santé m'a également chargé de remercier vivement l'opération Serval pour toute la facilité donnée afin que cette ambulance puisse se retrouver ici à Tombouctou. C'est dans une ambiance festive, avec des poignées de main, que la cérémonie a pris fin dans la cour de l'hôpital de Tombouctou. Direction Caille, où un incendie s'est produit au marché de Johnny Johnny. On ignore encore l'origine du feu qui a touché le hangar des tailleurs complètement détruit. Les pertes sont énormes selon notre correspondant sur place, Siaka Konati. Les boutiques calcinées, des marchandises parties en fumée, c'est l'image que l'on retient du nouveau bloc du marché et du hangar de tailleurs appelé Johnny Johnny, situé en plein cœur du grand marché de Caille, ravagé par un incendie survenu dans la nuit du mardi au mercredi. Les pertes sont énormes, car estimées à des centaines de millions de francs CFA. Il y a ceux qui tentent de sauver ce qui peut l'être, ceux qui n'ont que leurs yeux pour pleurer devant l'ampleur des dégâts. C'est énorme, c'est insupportable même. On ne peut même pas parler même. Il n'y a pas un commerçant aujourd'hui ici là qui peut respirer même. Tout le monde est cadavré, tout le monde est mort. Au moment du passage de notre équipe de reportage,
Les éléments de la protection civile, appuyés par ceux de la SECNA et de la gendarmerie nationale, s'activaient pour maîtriser les feux. Ils ont d'abord arrêté la propagation du feu pour sauver les boutiques qui sont aux alentours avant de passer à la phase d'extinction. L'alerte a été donnée vers les coups de 3h37. Donc aussitôt, on a dépêché une équipe sur place pour essayer de maîtriser le feu. À leur arrivée, ils ont trouvé un grand feu. D'aussitôt, on a demandé le renfort de la SECNA pour qu'ils viennent nous appuyer. J'ai été appelé par le directeur régional de la police. Il y a eu un incendie déclaré au niveau du marché de Caille. De ce fait, j'ai mobilisé tous mes hommes pour que nous soyons là. Et de 3h50 jusqu'à 7h, nous sommes là par rapport à une intervention efficace avec la compagnie constante des populations et toutes les structures. Accès difficile au marché, absence de bouches et de poteaux d'incendie, les soldats du feu ont rencontré d'énormes difficultés pour venir à bout de l'incendie. Il n'y a pas d'accès au marché, il y a un problème d'hydrant au niveau du marché et les moyens de lutte contre l'incendie sont inexistants. Je pense que ça va être une occasion pour nous tous de nous réunir, c'est pourquoi le comité est avec moi, de nous réunir, de rencontrer les opérateurs économiques et de voir rapidement qu'est-ce qu'on peut faire, partir de ce sinistre-là, tirer les leçons et essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Une délégation du comité régional de crise, conduite par le gouverneur des régions, s'est rendue sur le lieu du sinistre pour exprimer la compassion des autorités aux victimes. Heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. On ignore pour le moment les causes de l'incendie, mais une enquête a été ouverte pour en déterminer l'origine. Actualité hors du Mali, en Tunisie, les salafistes sont mobilisés contre une danse dénommée Harlem Shake qu'ils jugent indécente. Le phénomène fait le buzz sur Internet depuis un mois. Le Harlem Shake, c'est plus de 10 000 versions d'une vidéo d'une trentaine de secondes avec près de 30 millions de vues. Au cœur du quartier populaire de la Médina à Tunis, la place Alpha Aouin se transforme en haut lieu culturel. Sous des regards admiratifs ou inquisiteurs se produisent des danseurs citoyens. Pour ce groupe atypique, le spectacle fait d'improvisation est un moyen de combattre la peur, un sentiment qui tend à se développer en Tunisie depuis l'arrivée des islamistes au pouvoir. À travers leur danse, un message fort adressé au monde entier. Derrière toute la politique qui se passe, toute la tension, il y a une Tunisie qui est joyeuse. Et ceux qui sont un petit peu derrière leur écran vont sentir ça. Et je crois que l'impact sur les réseaux sociaux est plus important que l'impact de la centaine de personnes qui sont sur place. C'est dans cette salle du célèbre centre culturel Ibn Khaldoun à Tunis que le collectif Danseurs Citoyens répète. Son spectacle est baptisé « Je danserai malgré tout ». C'est un concept qui se veut révolutionnaire. Il s'inscrit en droite ligne des manifestations organisées en Tunisie contre l'obscurantisme. L'obscurantisme, c'est comme une microbe. Il faut avoir le vaccin. Et la culture, c'est le vaccin d'obscurantisme. Si un seul spectacle suffit pour que les gens restent ouverts dans leur tête, pour toute la vie, un seul spectacle, un seul moment, ils se disent, oui, ça me représente, je suis ça et je ne suis pas ça. Et c'est fini. Le collectif Danseurs Citoyens fait partie de l'association Art Solutions. Ces Tunisiens se présentent comme des patriotes. Pour eux, la danse de rue constitue une arme de résistance. La gymnastique rythmique que Sherazade Mami exécute ici devant le ministère de l'Intérieur est un défi lancé aux islamistes au pouvoir, mais aussi aux salafistes. Les 5 pays émergents des BRICS ont bouclé hier leur 5e sommet à Durban. Leur appel à la coopération masquant mal des difficultés à fonder des institutions communes, notamment la création d'une banque de développement remise à plus tard. L'Afrique du Sud, qui forme les BRICS avec le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, espérait pourtant beaucoup sur la création de cette banque. C'est l'image forte de ce 5e sommet des BRICS. L'union des dirigeants des 5 puissances émergentes, Chine, Inde, Russie, Afrique du Sud et Brésil, pour la création d'une banque de développement. Une institution pensée comme une alternative à la Banque mondiale pour financer des infrastructures et faire face à une éventuelle crise bancaire.
Nous avons décidé d'ouvrir des négociations formelles pour fonder une nouvelle banque de développement menée par les BRICS, destinée à nos propres besoins en infrastructures qui sont considérables, environ 4,5 000 milliards de dollars ces 5 prochaines années. Alliance de forme, mais divergence de fond. Les BRICS se sont quittés sans s'entendre sur le financement de cette banque qui devrait être dotée de 50 milliards de dollars. La question est renvoyée au prochain sommet du G20. Autre dossier abordé mais concrétisé cette fois, la création d'un conseil économique. Il devrait renforcer les relations commerciales entre les BRICS qui produisent le quart du PIB de la planète. Aujourd'hui, le total des échanges entre les 5 pays émergents des BRICS est de 380 milliards de dollars. L'objectif est d'atteindre 500 milliards de dollars en 2015. Bilan en demi-teinte pour ce 5e sommet des BRICS, mais avec une ligne directrice toujours plus forte au sein des pays émergents, devenir une alternative sérieuse aux puissances occidentales. L'actualité dans le monde en bref nous parle des deux Corées et aussi de la crise financière en Chypre. Voyons ensemble de quoi s'agit-il exactement. La Corée du Nord de plus en plus menaçante, la télévision nord-coréenne a annoncé mardi que les conditions étaient désormais réunies pour une guerre nucléaire imminente. Avec Kim Jong-un à la barre, l'armée nord-coréenne a mis ses unités stratégiques en alerte de combat et menace de frapper des cibles aux États-Unis et en Corée du Sud. Cette nouvelle bravade de Pyongyang est la dernière d'une série de menaces croissantes depuis les sanctions de l'ONU. Des sanctions qui ont été imposées suite aux essais nucléaires nord-coréens du mois dernier. Les Chypriotes sont en colère. Craignant pour leur emploi et l'avenir de leur système bancaire, des centaines de salariés de la plus grande banque commerciale du pays, la Banque de Chypre, ont défilé devant la banque centrale à Nicosie. Ils ont exigé la démission de son gouverneur, Panikos Demetriades, pour sa mauvaise gestion de la crise financière. Les banques chypriotes sont restées fermées pour la 12e journée consécutive. Les autorités ont déclaré que des efforts surhumains ont été faits pour les réouvrir jeudi. Des incendies hors de contrôle dans le sud de l'Australie. Plusieurs hélicoptères et des dizaines de camions pompiers ont été mobilisés pour combattre l'incendie attisé par des vents forts dans l'état de Victoria. À l'est d'Adélaïde, 1500 hectares de prairies et de forêts ont brûlé. Les pompiers craignent qu'un changement de direction du vent propage le feu encore plus loin. Beaucoup de routes ont été fermées. Pour l'instant, aucune maison n'a été détruite. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvée à 18h-20h à Ouétouré. Merci pour votre fidélité et bon appétit à tous.